Extrait du journal intime. Le 2 août 2010. Depuis que nous avons déménagé, mes frais de parking ont explosé. Je m'étais renseignée et j'avais vu sur le site de la ville de Bruxelles que les riverains ont droit à une carte annuelle, rendant le parking nettement moins cher. J'avais rapidement téléphoné à la cellule carte de riverain pour obtenir cette carte. On m'avait répondu qu'il n'était pas possible de l'obtenir avant l'inscription définitive au registre de l'état civil, inscription qui prend généralement 6 semaines. Hier, bien qu'il n'y ait qu'un mois de passé, je tente ma chance et rappelle le service, expliquant « Je sais que les 6 semaines ne sont pas encore écoulées, mais je me suis dit on ne sait jamais, car ça commence à me coûter cher les parcs-mètres. »« Ah, mais vous pouvez venir chercher une carte provisoire, valable 3 mois, me dit la dame. » Je me dis « Oh, super ! L'autre aurait pu me le dire aussi quand j'ai appelé la première fois. » Mais je m'abstiens de me plaindre de l'incompétence universelle puisque je suis tombée sur une compétente pour une fois. Ce matin, je me suis donc présentée à ladite cellule. Prendre un ticket numéroté et patienter. Longuement. Jusque-là, pas de problème. J'ai prévu le coup, j'ai pris de la lecture. Au moment où l'agent vient de terminer de servir la personne qui me précédait, changement de personnel. Je me présente au guichet. J'avais pris la précaution de lire attentivement leur site internet pour être sûr d'avoir tous les documents requis, que j'étale d'emblée devant l'agent administratif en lui disant « Voilà, j'ai tout ce dont vous avez besoin. »« C'est la première fois ?» me demande-t-il. « Oui. »« J'ai besoin de votre carte d'identité. »« Servez-vous » lui dis-je en lui montrant tous les documents étalés sous son nez. « C'est la première fois ?» me demande-t-il. Léger flottement, durant lequel j'ai envie de lui répondre non, vu que le oui ne fonctionne pas des masses dans son cerveau ramolli. Je répète donc oui. Il tapote sur son clavier. Ah, ce n'est pas possible, votre inscription n'est pas définitive. Ah non, c'est pas vrai. Je sais bien que mon inscription n'est pas définitive, mais j'ai téléphoné hier et on m'a dit que je pouvais avoir une carte provisoire. Heureusement pour moi, à ce moment précis, passe peut-être l'un des rares cerveaux en activité du service qui confirme « Oui, c'est exact. »« Tu me montres comment faire ?» demande le ramollo à la dame. « Bien sûr. » La voilà qui lui donne les instructions et qui s'en va. Il m'informe qu'il va lui falloir trouver mon nom dans les statuts de la société. Je le lui montre du doigt, histoire de gagner un minimum de temps. Il m'informe ensuite qu'il va prendre des photocopies des différents documents. Il se lève et met une éternité pour revenir. M'invite à payer. Je place ma carte dans le terminal, tape le code et lui demande un reçu. Il lance l'impression du document. En attendant, je vous remets déjà ceci. Et voilà qu'il me présente la photocopie de la carte rose et des statuts qu'il vient de faire. C'est la copie que vous me rendez, monsieur. La photocopie, c'est pour vous. Moi, je reprends les originaux. Excusez-moi. Bon, j'ai la carte, c'est le principal, mais ça m'énerve, cette incompétence universelle. C'est pas comme si on leur demandait de faire du boudin ou changer des plaquettes de frein. Juste de faire leur boulot correctement. C'est si compliqué. Le nombre de personnes à qui il faut apprendre leur propre métier. Pourquoi ne pas changer si ça ne leur convient pas? Ça m'énerve, si tu savais ce que ça m'énerve. Bon, là je me suis énervée, c'est vrai, mais en réalité j'en profite souvent pour me marrer intérieurement quand les gens oublient de se servir du cerveau là-haut. Je me souviens de ce jour où j'étais chez la coiffeuse. Son salon est équipé de 2 sièges. J'occupais celui de droite. Une dame âgée arrive, nous salue, la coiffeuse et moi. La coiffeuse l'invite à passer immédiatement dans la pièce équipée des éviers, puisqu'elle a déjà achevé de poser la teinture sur mes cheveux et qu'elle attend avant de me les rincer. La coiffeuse lave donc les cheveux de la dame, puis lui dit « Voilà, vous pouvez prendre place à l'avant. »« Je prends le fauteuil de gauche ?» demande la petite vieille. Et je pense instantanément « Mais oui, ma petite dame, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais autant que vous ne vous asseyez pas sur mes genoux. » Tandis qu'elle prépare le repas,
Lynn songe à la route parcourue en 3 ans de relations amoureuses. L'événement marquant de cette période a été le déménagement 2 ans plus tôt. Elle ne se serait jamais crue capable de faire face à un changement d'une telle ampleur. D'une maison en rase campagne, avec un grand jardin, elle est passée à un petit appartement de ville sans jardin ni terrasse, pas même un balcon. Elle s'y est faite très rapidement. Ses ados, quant à elle, avaient été extrêmement réticentes à l'idée de quitter la campagne, mais avaient vite découvert les plaisirs de l'autonomie. Elle s'était découvert une passion pour le shopping, tant de belles choses à portée de main, et un goût prononcé pour l'indépendance. Très vite, les métros, trams, bus n'avaient plus aucun secret pour elle. La sonnerie du minuteur tire Lynn de ses pensées. Elle vérifie l'état de cuisson du rôti au four et téléphone à Georges pour l'informer que le repas est prêt. Ils habitent désormais à 2 rues de distance l'un de l'autre et se voient tous les jours, habituellement tête à tête cependant. Ils ne souhaitent pas de vie commune, n'ayant jamais voulu avoir d'enfants, mais il accepte de rencontrer les filles de Lynn de temps en temps. Daphné, attablée dans la salle à manger depuis son retour des cours, relève le nez de ses cahiers et apostrophe sa mère. « Maman, tu sais que j'ai genre 3 amies et aucune... » Elle n'a pas le loisir de s'expliquer, car Lise déboule dans la pièce en claironnant triomphante. « J'ai la blinde de personnages maintenant !» Lynn comprend qu'elle parle de son jeu de rôle sur sa console portable. Elle ne cesse de s'étonner de la vitesse à laquelle le langage des jeunes évolue. Elle s'était à peine accoutumée à l'usage de genre comme adverbe et blindé pour dire plein de, que déjà ils sont passés à la blinde de. La gamine se poste à côté de sa mère et dit « Je vais te montrer où j'habite. » Je sais où tu habites, chez tes parents. Enfin, chez ta mère en l'occurrence. Déjà, elle a ouvert sa console portable et monologue. Ça, c'est un chat. Enfin, c'était un chat. La mère se penche, regarde l'écran et comprend ce qu'elle veut dire. Le titre du jeu qui s'est affiché à l'écran cache le chat qu'elle voulait lui montrer. L'ado poursuit, bavarde. Le dimanche, c'est le jour du marché aux navets, donc je vais au marché aux navets. L'hiver, il neige et l'été, il y a du soleil. L'aîné l'interrompt. « Tu sais que j'étais en train de parler, connasse, tu m'as coupé. »« Connasse toi-même d'abord, je ne pouvais pas le savoir. Et puis tu parles tout le temps. »« Même pas vrai, c'est toi qui es toujours là avec des jeux à la con. Moi, j'essaie de dire des choses intéressantes. »« Oh, tu me fais chier, » assène la cadette, tournant les talons. La mère, connaissant les emportements de sa seconde, tente d'intervenir depuis la cuisine qu'elle a regagnée en criant « La porte !» Trop tard. Un vlan sonore ponctue le claquement du battant. La préparation du repas terminée, la mère demande à son aîné de ranger ses affaires pour qu'elle puisse dresser la table. Alors qu'elle dispose les couverts, Lynn se mord les doigts de ne pas avoir appelé son compagnon plus tôt. Aussi adorable soit-il, il est lent. Une lenteur qui contraste curieusement avec sa stature, grande et dotée de larges épaules, que surplombe un regard tour à tour bleu ou gris, selon qu'il vous transperce de douceur ou de fureur. « 2 minutes, doucement, dit-il souvent pour calmer l'impétuosité de sa compagne. Lynn a appris la patience à côtoyer cette tortue. Elle sourit à la comparaison qu'elle trouve d'autant plus drôle que son doudou est chauve. Pauvre homme, s'il savait à quel animal on le compare. Mais c'est mignon, une petite tortue, se dit-elle, pour chasser l'once de culpabilité qui a pointé le bout du nez. Elle va trouver la cadette dans sa chambre et, après l'avoir écoutée une dizaine de minutes, réussit à la convaincre de revenir dans la salle à manger.
Lorsque Georges arrive enfin, les filles sont attablées et Lynn s'empresse de servir la soupe. Elle sait pertinemment que Lise a horreur des poivrons, alors elle écoule son stock de lamelles surgelées en douce en les mixant dans les soupes. C'est sans compter le nez fin de l'adolescente rebelle qui demande d'emblée « C'est à quoi la soupe ?»« Une bonne soupe aux tomates. »« Maman, arrête de déconner, c'est à quoi ta soupe ?» Comme souvent, la mère est la seule à rire. Elle attermoie. « Elle se croit drôle, hein, ta mère ?»« Ouais, à fond. Alors elle est à quoi ? Il y a des poivrons dedans, non ?»« Oui, mais si tu le sais, pourquoi tu le demandes ? Tu l'as senti à l'odeur ? Elle sent le poivron. » « Ouais, et moi j'aime pas les poivrons, » ronchonne l'adolescente. « Et moi non plus, » ajoute Georges. Lynn garde pour elle la réplique « Et bien sûr, tu te sens obligé de le dire, qui la démange. » La soupe terminée, elle récupère les bols et se lève pour les apporter à la cuisine. Elle revient dans la salle à manger, un saladier à la main, et demande à sa cadette de fatiguer la salade. Parce qu'on dit fatiguer la salade, précise-t-elle à l'intention de l'ado qui n'en a rien à cirer. Alors qu'elle est sur le point de retourner vers la cuisinière pour prendre la poêle, Lynn comprend avoir Lise brasser énergiquement les feuilles que sa cadette n'a toujours pas digéré le déguisement des poivrons. « Eh oh, j'ai dit fatigué, pas esquinté, » lui dit-elle en riant. Le repas terminé, chacun retourne à ses occupations. Dès que la cuisine est rangée, Lynn s'installe à son bureau, 2 planches en un L basculé, arrimées à 2 cases de la bibliothèque sans fond qu'elle a installée dans un coin de la salle à manger, et entreprend de feuilleter la farde dans laquelle elle a rassemblé les articles de journaux qu'elle découpait systématiquement. Elle a ainsi réuni une foule d'informations sur les animaux. Absorbée dans sa lecture, elle ne voit pas les heures filer et se couche tard. Le lendemain, elle se lève plus tôt pour compenser les heures qu'elle aurait dû consacrer la veille à sa traduction en cours. Vers 11 heures, elle se souvient qu'elle avait prévu de se rendre à la mutuelle pour y déposer les attestations qui lui permettraient d'obtenir le remboursement de ses frais médicaux. Elle laisse tout planter sur son bureau, enfile la première veste qui lui tombe sous la main et dévale les escaliers sans plus attendre. Alors qu'elle marche d'un pas pressé sur le boulevard Anspach, elle repense aux articles qui l'ont le plus choquée et ne prête aucune attention aux personnes qu'elle croise. Une exclamation teintée d'incrédulité la fait se retourner. « Lynn ?» Celle-ci reconnaît à l'instant l'homme qui l'interpelle. Il n'a pratiquement pas changé. Seul le haut du front dégarni indique le nombre d'années écoulées depuis que les anciens copains de classe ne se sont plus vus. Lynn, revenant sur ses pas, enjambe les quelques mètres qui la séparent de l'homme et s'écrie avec une joie non feinte. « Daniel ? Ça alors, si je m'attendais à ça, je t'ai reconnu tout de suite. Ça fait un bail, qu'est-ce que tu deviens ? » « Eh bien, je suis rédacteur pour un magazine scientifique. Je suis spécialisé dans le réchauffement climatique et je serai pacsé depuis 10 ans le mois prochain. Voilà, tu sais tout. Et toi ? » ?»« Oh, félicitations. Moi, je suis interprète et traductrice indépendante. J'ai 2 filles que j'élève seule, je suis divorcée. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais à la mutuelle. Et puis ma cadette a rendez-vous chez le dentiste. Mais ça me ferait plaisir qu'on se voit une fois pour mettre les nouvelles à jour. Oui, moi aussi. Et puis je voudrais absolument que tu rencontres mon doudou. Je vais m'arranger avec lui, nous t'inviterons à la maison. Tu veux me passer ton numéro ? Lorsqu'ils se séparent, reprenant leur marche dans des directions opposées, ils ont tous 2 le sourire aux lèvres. Le soir même, Daniel apostrophe son partenaire qui rentre à l'instant du boulot. « Doudou, tu ne vas pas me croire. »
Nathan l'interrompt, moqueur. Bonjour quand même. Oui, bonjour mon cœur, pardon. Mais je suis tombée par hasard sur une fille que j'adorais quand j'étais ado. Elle n'a pas changé d'un poil. Enfin si, elle a les cheveux grisonnants, mais pour le reste elle n'a pas changé. Une grande mince comme ça. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai reconnue à sa démarche, une démarche un peu gauche. Elle se déplaçait déjà comme ça à l'époque, par des mouvements saccadés et rapides. Comment elle s'appelait déjà? Lynn quelque chose. J'ai oublié son nom de famille. Chouette, commente Nathan. Puis sans transition, il ajoute: Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Boudin compote purée. Il faudra qu'on l'invite un jour à manger. Je voudrais te la présenter. Et puis j'aimerais savoir ce qu'elle est devenue depuis les secondaires. Dac, tu n'as qu'à organiser un petit dîner, je te filerai mon agenda. Super, je suis trop content. Elle était sympa, je me souviens bien d'elle. Elle était très organisée à l'école. Elle déborde d'énergie, cette fille-là. Je me demande pourquoi nous ne sommes pas restés en contact, je l'aimais bien, moi. Bon, elle était un peu barjot. Ah bon, pourquoi dis-tu cela? Elle était un peu parano sur les bords, toujours à imaginer des catastrophes. Oh, je vois. Après un court trajet en bus, Lynn se retrouve devant une coquette maison de rangée. Elle connaît Dilbeek pour y être passée en voiture un nombre incalculable de fois lorsque son père emmenait toute la fratrie à l'école. Elle presse le bouton. La sonnette déclenche un concert d'aboiements. Daniel vient lui ouvrir et la précède pour l'emmener au premier étage. Alors qu'il longe le couloir du rez-de-chaussée, Lynn aperçoit les pièces par les deux portes laissées ouvertes. Ici, c'est la bibliothèque de mon chéri, et là, mon petit coin musique, explique brièvement son hôte. Lynn songe à lui raconter combien elle trouvait mignon que sa fille demande à aller chercher des livres à la Bilboquette quand elle était petite. Mais elle n'aurait de toute façon pas pu en placer une, assourdie par le roquet qui tournoie autour de ses mollets. Le sens de la retenue ne saute pas aux yeux chez cet animal, pense-t-elle. Ça suffit, oui, objecte l'homme au quadrupède avant de rassurer Lynn. Elle ne mord pas, mais elle a peur. Ina mat, intime-t-il au chien lorsqu'ils arrivent à l'étage en désignant son panier. C'est Spirou, le chien de ma grand-mère qui avait l'habitude de lui parler en bruxellois flamand, explique-t-il à l'intention de Lynn. Nous nous sommes résignés à la placer dans un home et j'ai hérité de la Zinneke. Bâtarde en bruxellois. Accroupis-toi, tu vas voir, elle va te faire une bise queneuse. Avant même qu'il ait eu le temps de répéter la demande, le chien a bondi du panier et appliqué un grand coup de langue sur la bouche et le nez de Lynn, qui exprime par une onomatopée de dégoût le regret que son réflexe de rejeter la tête en arrière n'ait pas été aussi rapide que l'empressement du canin à offrir sur le champ la marque d'affection demandée. Elle éclate de rire, non sans porter instinctivement la main à son visage pour essuyer le résidu du bisou humide que le chien s'est fait une joie de lui prodiguer. Alors qu'elle se redresse, Daniel se tourne vers son conjoint. « Doudou, je te présente Lynn. Lynn, voici mon mari, Nathan. » Lynn s'empresse de lui tendre la main qu'elle a furtivement frottée sur le pan de son manteau. Il ne manquerait plus qu'elle lui fasse la bise et lui tende une joue à l'hygiène douteuse, sacré cabot. Après les salutations d'usage, Daniel s'adresse à leur invité. « Installe-toi, je vais préparer l'apéro. »« Laisse, lui dit son homme, je m'en occupe. Va tailler une bavette avec ta copine. Vous avez sûrement une tonne de choses à vous raconter. »« Qu'est-ce que je peux vous servir ?» demande-t-il à leur hôte. « Vin, bière, coca, eau ?»« De l'eau, ce serait parfait. Mais on peut se tutoyer peut-être, je préfère. »« D'accord, tu ne bois pas de vin ?»« Si, j'en prendrais bien un peu au repas, mais là, une eau pétillante serait parfaite. »« Très bien. Et toi, mon cœur, un coca comme d'habitude ?»« Oui, merci, lui répond-il en ajoutant à l'intention de Lynn.
Nous, on sème, sur le ton satisfait d'un mioche guilleret. Sers-toi, lui propose-t-il. Chips, cacahuètes, saucissons, que du bonheur. Nathan se remet au fourneau dans la cuisine américaine qui jouxte le salon pour permettre à l'amour de sa vie de profiter pleinement des retrouvailles avec son ami d'enfance. Les deux se sont mis à chahuter comme des gamins dans le salon. Daniel montre à Lynn comment son chien se met à aboyer frénétiquement lorsqu'il entend le mot « écoute ». Dès que quiconque prononce ce mot, l'animal aboie furieusement, offusqué par ce qu'il prend visiblement pour une insulte personnelle à son égard. « Alors comme ça tu travailles pour un magazine scientifique ?» demande Lynn. « Oui, je me suis spécialisée dans tout ce qui a trait au climat. Fonte de la banquise, développement des maladies infectieuses, réduction des disponibilités en eau, multiplication des événements climatiques extrêmes. Rien de bien réjouissant, comme tu le sais sans doute. » « Oui, tout cela m'inquiète aussi. Le réchauffement climatique menace la survie de tant d'animaux, les reptiles, les lézards qui meurent de chaud, même les crevettes ont trop chaud. » Lynn éclate de rire à l'évocation des crustacés crevant de chaud, et Daniel la suit. Il reprend plus sérieux. « Je suis offusqué du manque de considération que les hommes accordent en général au bien-être ou même à la survie des animaux. » « Je trouve aussi, opine Lynn. Les animaux devraient se rebeller, nous secouer suffisamment pour que nous arrêtions d'épuiser notre belle planète. Imagine un escadron de fourmis pénétrant par tes narines et ta bouche pour aller neutraliser tes poumons, ton cerveau. Je ne sais pas combien il existe de fourmis sur Terre, mais il doit bien en avoir un paquet. Je n'en sais rien. Pour ce qui est des araignées, je sais qu'il en existe plus de 40 000 espèces. Tu t'imagines tout ce petit monde te grouiller sur le corps ou même à l'intérieur de toi. Ah ! Ou alors les nuages de millions de mouches, de coccinelles ou de criquets. On en aurait partout, dans les yeux, la bouche, berk, berk, berk. Oh, dis, quelle horreur, j'en ai la chair de poule. Tu as trop d'imagination, toi. Oui, c'est vrai, fait-elle en riant. Mais tout serait possible à partir du moment où les animaux auraient trouvé une motivation. T'imagines si tous les animaux se retournaient simultanément contre les êtres humains. Les uns seraient bouffés par des lions ou des crocodiles, les autres écrasés par des éléphants, étranglés par des serpents constricteurs. Et les mygales, s'écrie Lynn, dont la voix y trahit la répulsion à l'évocation du corps velu de ces bêtes. Oh, j'aurais quand même du mal à croire à une histoire pareille, la calme Daniel. Qu'est-ce que tu fais de tous les animaux inoffensifs ? Tu crois qu'ils seraient capables de se liguer pour se retourner contre les êtres humains ? Pense à la mésange. Je n'aurais même pas peur d'un mignon petit machin comme ça. Toi non plus, j'imagine. Non, mais en tout cas, je sais qu'un oiseau est capable de mettre le feu à une maison. Je me souviens très bien d'un article que le journaliste avait intitulé « Un moineau pyromane » ou quelque chose du genre. Un magasin avait été incendié en Angleterre et c'est un moineau qui était à l'origine de l'incendie. On avait retrouvé 35 mégots sur le toit. Nathan, qui apporte les verres, intervient, souriant. « Vous n'avez pas bientôt fini de jouer à vous faire peur ?» Comme il a suivi la conversation depuis la cuisine, il ajoute placide. « C'est peut-être vrai cette histoire d'oiseau qui boute le feu à un magasin. Ça n'en fait pas pour autant un moineau incendiaire. Il n'avait aucune intention pyromane. La presse fait du sensationnalisme pour vendre. Sans vouloir t'offenser, ajoute-t-il à l'intention de son mari. « Oui, bien sûr, réplique Lynn. Mais à vrai dire, je serais curieuse de savoir pourquoi il ramassait des mégots pour aller les mettre dans la gouttière. » Daniel tente une explication. « Si ça se trouve, il y avait construit son nid. La cellulose a des propriétés antiparasites. Du coup, 90% des moineaux utilisent des cigarettes dans leur nid pour repousser les parasites comme les acariens, qui perturbent leur reproduction et nuisent aux oisillons. »
C'est intéressant, dit Nathan. C'est vrai, réagit Lynn. Les deux ont parlé en même temps. Ils s'excusent simultanément, ce qui a pour effet de provoquer un blanc. Pour éviter qu'il devienne gênant, Lynn reprend la parole. En tout cas, vous seriez étonné de voir tout ce que les animaux sont capables de provoquer comme accident. Rien que les oiseaux qui se prennent le réacteur d'un avion, par exemple. Donc parfois, je me surprends à fantasmer sur toutes les horreurs que pourraient commettre les animaux. Avoue Lynn, embarrassée d'avoir dévoilé ses tendances paranoïaques. Tentant de se rattraper, elle pose à voix haute la question qui lui traverse l'esprit. Au fond, les animaux ont-ils besoin de l'homme pour survivre? Imaginez que nous venions à disparaître. Vous croyez que la faune et la flore subsisteraient? Évidemment, répondent les hommes en chœur. Alors que si les abeilles venaient à disparaître complètement de la surface de la Terre, plus aucun être humain ne pourrait survivre. Drôle d'inégalité. Pourtant, ça n'empêche pas la majorité des personnes de se soucier autant du sort des abeilles que de la sexualité des lucioles. Les deux hommes ont éclaté de rire. Lynn les imite malgré que ce n'était pas son intention première. En tout cas, c'est vrai ce que tu dis, appuie Daniel, dont c'est le domaine de prédilection. Si les abeilles disparaissent, les jours de l'homme sont comptés, aurait dit Einstein, avance Nathan. Et Daniel l'expliquait. Les abeilles sont des insectes pollinisateurs, et la pollinisation est nécessaire à 70% de la production agricole dans le monde. Or, les cultures qui dépendent le plus de la pollinisation sont aussi celles dont la valeur économique est la plus importante, comme les fruits, les légumes et les fèves. Ça me désole de voir leur nombre chuter dangereusement, se lamente Lynn. Moi, j'aimerais que les animaux se rebellent. Oh, cela n'arrivera pas, affirme Daniel péremptoire. La plupart des animaux sont dépourvus de cruauté. Et puis surtout, ils n'ont pas l'intelligence pour le faire, argumente Nathan. Tandis que Lynn, offusquée, manque d'avaler sa cacahuète de travers, l'homme poursuit sur sa lancée. Tu as déjà vu la taille d'un éléphant? Pourquoi crois-tu qu'un mammifère doté d'une telle force, d'une telle puissance, reste docilement attaché à une chaîne dont il pourrait se libérer d'un seul coup de patte? Tout simplement parce que lorsqu'il était petit, on l'a attaché à cette même chaîne, qui était bien trop lourde pour lui. Bien sûr qu'il s'est révolté, qu'il s'est rebellé. Il a tiré inlassablement de toutes ses forces pour se libérer. Il s'est blessé et a fini par se résigner. Moi, je n'y vois pas un manque d'intelligence, dit Daniel. Je pense qu'il y a des cons partout. Et autant de formes d'intelligence chez toutes les espèces. Pour ce qui concerne l'éléphant, une femme a passé 10 ans au Congo à enregistrer les barrissements pour découvrir comment ils communiquent entre eux. Un jour, elle s'est mise à passer les enregistrements à proximité des éléphants. C'est fascinant ce qu'elle a découvert. Elle a repassé l'enregistrement des barrissements d'un éléphant décédé entre-temps. Elle l'a fait écouter aux membres de sa horde. Figure-toi qu'ils s'en souvenaient. Ils ont reconnu la voix de leurs proches disparus et se sont approchés de la Jeep, des haut-parleurs. C'est fou ça, glisse Lynn, dont les poils soudainement hérissés sur les avant-bras trahissent l'émotion. En parlant de voix, moi j'ai lu que le chant de certaines baleines, le beluga, ressemble à s'y méprendre à la voix humaine. Bien sûr, il n'est pas question de mots ni de phrases intelligibles, mais la tonalité, la fréquence et le débit forment des mélodies qui ressemblent à une conversation. Selon les Américains qui ont réalisé cette étude, le beluga a modifié sa manière de produire des sons pour imiter la voix humaine et communiquer avec les humains. Un bel exemple de mimétisme animal-homme. Oui, ça ne m'étonne pas, répond Daniel. Un photographe australien a aussi fait l'expérience de la volonté des baleines de communiquer avec les hommes.
Il a photographié et filmé des baleines à bosse au Tonga, qu'il les laissé nager avec eux. Un signe qui montre, d'après lui, combien elles sont heureuses de voir les êtres humains dans leur environnement. « Waouh !» s'exclame Lynn. « C'est gai d'apprendre ce genre de choses. Et cela me fait penser au chat de mon compagnon. Une petite chatte, en fait. Elle est drôle comme tout. On dirait qu'elle fait des efforts pour parler notre langue. Elle appelle « Eh oh !» quand elle veut qu'on lui ouvre une porte. Et t'inquiète pas, si elle trouve qu'on pourrait se presser un peu, elle te le fait sentir en détachant exagérément les syllabes. « Eh oh !» La minuterie que Nathan avait programmée pour indiquer la fin de cuisson du riz sonne l'heure de passer à table. « J'ai fait de la poule au riz, » annonce Nathan. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le plat préféré de mon homme. C'est parfait pour moi. Ma mère en préparait régulièrement quand j'étais enfant. Tu ajoutes aussi un peu de citron dans ta recette ? » ?»« Tout à fait. C'est ce qui donne ce goût particulier au poulet. » Lorsque tout le monde est servi, les convives attaquent le repas dans un silence ponctué d'expressions de délectation. Après avoir rendu honneur au talent culinaire de Nathan, Lynn relance la discussion. « Pour revenir à l'intelligence des animaux, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Nathan. En parlant de recettes, par exemple, je sais que les bonobos sont capables de cuisiner. Dans un institut en Iowa, l'un des bonobos est capable de faire du feu avec des allumettes ou un briquet et de cuire sa nourriture. » Les deux hommes éclatent de rire à l'évocation du singe au fourneau. Lynn reprend après une brève pause. C'est comique parce que ce qu'il préfère cuisiner, ce sont des hamburgers. Il peut d'ailleurs aussi comprendre 3000 mots et en lire 500. Et il est en train d'enseigner ses capacités à son fils. Et un autre bonobo peut se préparer des spaghettis. Il chauffe la sauce, goûte les pâtes pour voir si elles sont cuites et puis mélange le tout. Daniel renchérit. « Oh, mais il n'y a pas que les singes qui sont malins. Tu sais qu'on a même réussi à apprendre à conduire à des chiens errants ? Une expérience menée en Nouvelle-Zélande. Après 5 semaines d'apprentissage préliminaire sur une charrette en bois, il n'a fallu que 3 semaines au toutou pour maîtriser une voiture. Ils ont réussi à apprendre à s'asseoir, à utiliser le levier de vitesse et le frein. »« Waouh, c'est dingue, » dit Lynn. En même temps, je le crois sans difficulté. Je suis persuadée que les animaux sont bien plus intelligents que nous le pensons généralement. Je ne sais plus si j'ai lu ou entendu l'hypothèse généralement admise qu'un chien aurait l'intelligence d'un enfant de 5 ans environ. Et si c'était faux, si ça tombe, les chiens pensent à nous entendre. Qu'est-ce qu'ils sont énervants à gatifier comme ça ? Comme si nous, on s'approchait de l'éduige derrière son tapis roulant à la caisse en claironnant « Oh, tu es mignonne, toi. Oh, oui, 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 elle est mignonne, la dame. Elle est jolie comme tout avec ses frisettes. » Tous trois rient de bon cœur à l'improvisation de Lynn. Daniel, tapotant sur la tête de Spirou, affirme « En tout cas, celle-ci, elle sait te faire comprendre ce qu'elle veut, crois-moi. »« Tu aimes les animaux, visiblement, » lui dit son ami. « Oui, j'aime les animaux. Et tiens-toi bien, j'adore... » « Les vaches, » l'interrompt Nathan. « Je ne te raconte pas. Au début de notre relation, je me suis vraiment demandé ce qui lui prenait chaque fois que nous passions à proximité de bovins. Systématiquement, il me suppliait d'arrêter la voiture pour aller les caresser. Oh non! Moi aussi, j'aime les vaches parce que ce sont des animaux, mais de là à vouloir les caresser, j'avoue que ce n'est pas courant, dit Lynn. Oh, tu devrais voir ces collections. Potiches, figurines, cartes postales, même sur la vaisselle, il y en a, précise Nathan. Ah, je comprends mieux pourquoi il y a tant de tableaux de vaches au mur, confie Lynn. Daniel a éclaté de rire. Moi, je les aime bien. Bon, l'autre jour, j'ai moins ri. Je promenais le chien et voilà que je vois un champ avec de belles vaches. J'en vois une en particulier et je me dis instantanément « Ah, celle-là, je l'aime bien ». Je l'appelle, elle vient chez moi et elle s'arrête à 50 centimètres. Je me dis maintenant je peux la caresser, donc je mets mon bras, je l'étends au maximum
Elle s'approche et j'arrive pas. Il s'est mis à rire, déclenchant l'hilarité des autres avant même la fin de l'histoire. Il poursuit. Je m'approche encore plus, et là, dit, j'ai reçu une de ces drilles, j'ai poussé un de ces cris, la vache est partie à l'ouest, le chien à l'est, et moi j'étais là, assis par terre. Il m'a fallu un quart d'heure pour ne plus ressentir l'électricité dans mon corps. Daniel rit autant que les autres, mais il ajoute « Qu'est-ce que j'ai eu mal ?» Lynn n'a pas vu le temps passer tant elle passe une bonne soirée, mais bientôt il est l'heure de prendre congé. Alors qu'elle se retrouve dans la rue à attendre le bus, un article de journal lui revient en mémoire. Elle regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt, puis se ravise. Elle n'aurait peut-être pas été à l'aise pour la raconter au mari de son copain. Un touriste canadien en Nouvelle-Zélande a survécu à la morsure mortelle d'une araignée au pénis. L'homme s'était baigné et s'était fait piquer par l'équivalent d'une veuve noire alors qu'il remettait ses vêtements secs. L'indélicate s'était glissée dans le slip du jeune homme. « Oups !» pense la femme, l'épaule appuyée à l'abribus, tandis qu'un sourire crispé contracte ses lèvres.